Et nous revoici pour le grand débat. Je vais vous présenter tout d'abord nos invités. Nous allons partir de la droite avec tout d'abord Nathalie Bonaventure, avec qui nous partagerons un retour d'expérience qui a tenté de créer et qui est en cours de création d'une CPTS dans la région d'Aubagne. Puis, alors, applaudissez-la parce que vous allez voir que son parcours est particulièrement intéressant et instructif. Puis nous écouterons tout à l'heure et en premier lieu David Guyet, qui est vice-président de la Fédération des CPTS. Donc il nous expliquera ce qu'est cette fédération CPTS et quel est son rôle. Et puis il est aussi, je crois, président de l'URPS, des infirmières libérales des Pays de la Loire. Merci de l'applaudir. Je repars de l'autre côté de la tribune avec Marion Chabert, qui est la directrice des soins de proximité de l'ARS de PACA. Merci d'applaudir Marion Chabert. Donc c'est l'une des grandes spécialistes du sujet des CPTS. Et puis, il est toujours bon d'avoir, lorsqu'on s'organise, lorsqu'on se structure, l'avis d'un avocat. Et ce sera Maître Philippe Carlini qui, aujourd'hui, nous éclairera de ses lumières et de ses précieux conseils juridiques. Et puis enfin, nous allons retrouver notre présidente bien-aimée, notre Lucienne Claustre-Bonnet nationale, qui nous expliquera un petit peu quel est le rôle de l'URPS pour accompagner cette structuration, cette mise en route des CPTS. Alors, on l'a dit, c'est l'un des points clés de la réforme Ma Santé 2022, la création de 1000 communautés territoriales de professionnels de santé. Les CPTS devra permettre aux professionnels de santé de mieux s'organiser et d'exercer de façon plus coordonnée sur les territoires, et puis aussi de permettre aux professionnels de santé libéraux de mieux travailler entre eux, mais aussi de travailler davantage en lien avec les établissements hospitaliers. Alors nous allons faire tout de suite le point sur ce sujet, et de manière assez pragmatique. Cette table ronde, cette séquence va se dérouler en deux parties. Tout d'abord, nos différents intervenants vont vous exposer leur point de vue. On aura des retours d'expérience. On aura des explications sur la façon dont chacune et chacun peuvent intervenir et vous aider dans le montage de vos projets. Leurs interventions sera très courtes, on va dire quelques 5-6 minutes chacun, pas davantage. Sinon, je serais forcée de sévir grâce à l'autorité que me confère aujourd'hui votre présidente. Et puis ensuite, on vous a dit tout à l'heure qu'il vous appartiendrait de participer et d'intervenir dans ce forum qui est aussi le vôtre. Et ce sera à vous de poser toutes les questions que vous souhaitez poser à nos différents intervenants, de telle sorte que vous ne repartiez pas de ce forum sans qu'il reste une ombre de doute, le moindre questionnement sur ce que sont ces communautés territoriales de professionnels de santé. Il n'y aura pas de questions taboues et chacune et chacun pourra poser toutes les questions qu'il souhaitera. Alors nous démarrons tout de suite avec vous, David Guyet, vous qui êtes le président de cette toute jeune fédération, vice-président de cette fédération des CPTS. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fédération? À quoi sert-il? Qui en fait partie? Bonjour à toutes et à tous. En fait, moi, je suis infirmier libéral. Je fais un rapide focus sur mon intégration à la fédération des CPTS, qui est toute jeune parce qu'elle a commencé en novembre 2017. L'idée, c'était de pouvoir articuler au mieux les problématiques de terrain et les problématiques de directives nationales, ARS, ministérielles ou future loi santé, Ma Santé 2022. En fait, l'idée de la fédération, j'y reviendrai dans 2-3 minutes. Je voulais tout d'abord vous remercier d'être présente et remercier Lucienne de m'avoir invité, l'URPS PACA en premier lieu. C'est une vraie mobilisation, puisque nous, dans notre région, on organise aussi une journée régionale. Sachez qu'on est beaucoup moins nombreux, donc félicitations déjà à vous de vous être déplacés. Les CPTS, c'est un vrai sujet d'avenir. Il ne faut pas en avoir peur, et c'est vrai que les acronymes, on en a un peu ras-le-bol.
parce qu'on les CPTS, les MSP, etc., les ESP, j'en passe et des meilleurs, on se demande combien de couches comme ça on va nous rajouter dans notre exercice au quotidien. L'idée d'aujourd'hui de mon intervention, c'était plutôt de vous objectiver ce que sera la santé de demain et ce vers quoi on va tendre. Il y a toujours les gens qui vont pouvoir être réfractaires, rester hackés, ne pas vouloir s'investir ou autre, on ne pourra pas les forcer. Mais j'ai envie de dire que vous êtes aujourd'hui, vous, le flambeau représentatif des infirmières en PACA, pour la bonne et simple raison, c'est que sur les 500-600 personnes que vous êtes aujourd'hui, vous êtes une sur les 23 qui sont absentes parce que vous êtes 14 000. On n'a pas besoin d'avoir 14 000 leaders pour réussir une CPTS. Il y en a une qui est ici. On a besoin en fait de gens motivés et il faut lever les tabous sur le fait qu'on ne va pas y arriver, on est infirmière, etc. On a vu la sociologue tout à l'heure nous le rappeler. Il faut prendre le leadership, il faut y aller. Les CPTS, ça peut être des kinés, ça peut être des podologues, ça peut être tout ce qu'on veut, mais ça doit surtout être des infirmières. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de professionnels comme vous qui êtes capables de gérer un appel téléphonique, de la coordination, faire des soins parfois sans ordonnance, arriver à gérer le week-end toute seule, parce que le week-end, tout le monde se barre. Il n'y a plus que nous. Donc une CPTS, elle devra tourner 7 jours sur 7. S'il y a bien une personne qui sait ce que c'est qu'une garde 7 jours sur 7, c'est les infirmières libérales. Ça, c'était le premier lieu de mon intervention. Je voulais le rappeler parce que je suis aussi infirmier de terrain. D'ailleurs, c'est la majorité, moi, de mon temps. Et à défaut, je suis un peu aussi élu et ici devant vous. Alors, la fédération. Le but de la fédération, c'est fédérer. Fédérer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le terme communauté professionnelle territoriale de santé, il y a le terme communauté. Et ça, c'est le premier lieu. Communauté, faire communauté. C'est pas facile, mais attachez-vous à cette sémantique. Si vous arrivez à faire communauté avec les professionnels qui vous entourent, vous avez fait la moitié du chemin. Parce que le plus dur, au jour d'aujourd'hui, c'est de faire communauté. On est dans une société individualiste. Toutes nos études étaient centrées depuis des lustres sur les formations métiers, sur les approches patients différentes et sectorielles. Aujourd'hui, on nous demande de croiser nos regards. C'est beaucoup plus facile pour nous que pour certaines professions. Les médecins en sont malheureusement le triste exemple, parce qu'eux veulent garder un leadership, et ça, je pense que c'est bientôt terminé. Ils ont des choses qu'on ne sait pas faire. Simplement, le leadership, ce n'est pas les médecins qui l'ont. Le leadership, c'est les professionnels au sens large qui pourront répondre, enfin, à la demande hospitalière qui était que depuis 1958, on a tout axé sur l'hôpital et on a balancé des fonds à non plus finir pour que l'hôpital se structure, et nous, on nous demande de nous structurer. L'hôpital a eu grosso modo 50 ans pour arriver où ils en sont aujourd'hui. Nous, on nous demande de le faire en 2-3 ans. C'est dire qu'on doit être force de proposition pour le faire. Pourquoi j'insiste là-dessus, et je terminerai après sur les CPTS, c'est que objectivement, si vous ne vous y mettez pas maintenant, c'est un vrai message coup de cœur. Dans 2-3 ans, c'est les hôpitaux qui feront à notre place. Et si les hôpitaux font à notre place, c'est pas que vous êtes mort, mais les fameux forfaits qui font peur à tout le monde, les fameuses rémunérations qui font peur à tout le monde, et puis j'en passe et des meilleurs, on y va tout droit parce qu'ils sont dans les starting blocks pour le faire. La fédération, votre première question, qui est en fait la fin de mon intervention, mais je répondrai à toutes les questions de tout à l'heure. La fédération, le but, c'était de se dire, il existe pas un modèle unique de CPTS, mais multiples aspects territoriaux. Les problématiques de Marseille ne sont pas les mêmes que moi à Nantes, ou à Paris, et j'en passe et des meilleurs. Les problématiques sont territoriales. Enfin, la santé va s'attacher à un aspect territorial de la prise en charge de nos patients. Les CPTS, c'est quoi? Vous avez l'organisation qu'on connaît à l'heure actuelle, qui est chacun dans son cabinet, ou pour la majeure partie d'entre vous, puisque c'est 80% de l'exercice aujourd'hui. Au-dessus de ce grade-là, il y a les fameuses ESP, on en entend parler un petit peu depuis quelques temps, les équipes de soins primaires qui s'attachent à une patientèle, c'est-à-dire un kiné, une infirmière, un médecin, un pharmacien, et comment on peut s'articuler, nous, dans notre commune ou autre, pour faire au mieux et gérer au mieux les sorties patients. Au-dessus, vous avez les MSP que vous connaissez tous, les maisons santé pluriprofessionnelles, où là, c'est un regroupement de professionnels toujours rattachés à des patients, patientèles. Et au-dessus, vous avez les CPTS. Les CPTS, c'est un aspect territorial de la santé, mais sur un aspect populationnel. On a changé le prisme de la prise en charge. C'est-à-dire que là, on est à une échelle plus large. Sur un bassin de population entre 20 et 100 000 personnes, il y aura des exceptions. Le but de la fédération, c'est de pouvoir que les remontées terrain et vos difficultés terrain, nous, on puisse les transmettre aux décideurs
et à ceux qui vont financer à terme, les ARS, conjointement avec la CNAM, l'ambition de vos projets. En fait, l'idée, c'est que la fédération puisse remonter toutes les difficultés et voir les spécificités de chacun. On a déjà des chiffres. Il y a à peu près 121 CPTS existantes sur le territoire, matures ou en projet. Les premières remontées terrain qu'on a, pour vous donner un peu la cible des CPTS, on avait fait une enquête sur ces 121 CPTS. Il y en a 120. J'ai bien dit 120 sur 121. Le premier sujet, le lien ville-hôpital. Sur 121 CPTS, 120 nous ont dit que le premier sujet, c'était le lien ville-hôpital. Et malheureusement, les négociations actuelles qui sont en cours sur l'accord conventionnel interprofessionnel, ce n'est pas le premier sujet qui est mis en avant. C'est l'accès à un médecin traitant, c'est le parcours, c'est la fluidité du parcours, c'est l'organisation des soins non programmés et c'est la prévention. Je ne dis pas que ces items-là ne sont pas importants, mais je pense qu'encore une fois, on n'a pas spécifiquement compris quel était, nous, le problème du domicile. La fédération, elle regroupe des pluripros, c'est-à-dire le président est un médecin, moi je suis vice-président infirmier, la secrétaire c'est une kiné non syndiquée, ce n'est pas forcément des syndiqués, et le trésorier c'est un pharmacien. On a un conseil d'administration de 21 personnes, et puis après on a des adhésions, etc. C'est tout neuf, c'est tout récent, et la fédération a changé ses statuts au mois de décembre 2018. Donc là on va faire un petit peu la tournée des régions pour vous présenter nos travaux et l'intérêt de pouvoir adhérer à cette fédération pour défendre au plus près vos problématiques territoriales. Merci beaucoup, David Guyet. Alors, à présent que nous avons eu cet éclairage, et puis on y reviendra vraiment tout à l'heure dans le cadre des questions-réponses, et on comprend bien que le développement des CPTS est aussi largement acteur dépendant. Et c'est quelque chose que vous avez appris peut-être à vos dépens. Nathalie Bonaventure, vous avez, dans la région d'Aubagne, à quelques 10 km d'Aubagne, lancé l'idée de créer une CPTS. Alors, expliquez-nous un petit peu comment vous avez décidé de monter ce projet et quelles sont les difficultés ou au contraire les soutiens que vous avez rencontrés dans cette aventure. Alors déjà, je vais vous remercier de nous avoir invités. Il faut parler tout près du micro, tout près sinon du micro est plus fort. Voilà, je vais faire comme David, je vais le caler, c'est mieux. Voilà. Donc en fait, nous, notre expérience, elle est un petit peu atypique parce qu'en fait, on a fondé une association, donc vous voyez l'association Respect en mars 2016. Et d'entrée, en fait, on a voulu une association pluriprofessionnelle. Par rapport à la différence avec beaucoup d'associations d'infirmiers, on avait compris, on nous l'avait suggéré, de monter une association pluriprofessionnelle. Donc en fait, vous avez un petit peu l'objet de l'association en premier lieu. Donc c'était un regroupement professionnel des santé libéraux. Donc on a des infirmiers, des kinés, des médecins généralistes, pharmaciens, des laboratoires, des prestataires de santé. Et on a aussi demandé au champ du médico-social de nous rejoindre. Donc on intervient sur 8 communes du pays d'Aubagne. Donc ça comprend Auriol, La Bouilladisse, Belcoden, Cadolive, La Lesrousse, Pépin, pour ceux qui connaissent, Roquevert et Saint-Savournin. On a aussi des adhérents de la ville d'Aubagne qui nous ont rejoints a posteriori. Et en premier lieu, en fait, on a créé un numéro de téléphone unique qui nous a permis une astreinte téléphonique 7 jours sur 7. Et le but, ça a été de rendre une prise en charge plus efficiente. Donc, en fait, on a monté l'association sous une forme d'association de loi 1901. Donc, je vous ai un petit peu refait l'historique pour vous expliquer le but en premier et ce qui nous a amené jusqu'au montage de la CTPS. Donc, en avril 2015, en fait, on a créé un collectif d'infirmiers libéraux sur le secteur pour échanger tout simplement nos téléphones, nos mails pour une meilleure connaissance des infos sur les lois santé qui sortaient et pour pallier aux difficultés des prises en charge. Ensuite, on a informé l'ensemble du territoire des professionnels de la création de ce collectif. Parallèlement, il y a eu la promulgation de la loi santé en 2016. Et donc, on a décidé de créer l'association en mars 2016. En novembre 2016, on a rencontré un médecin de l'ARS. Alors, c'était une rencontre fortuite parce que c'était lors d'une manifestation.
Et en fait, on s'est retrouvés dans le bureau de l'ARS et on lui a parlé de notre association pluriprofessionnelle. Donc il a été très intéressé, il est venu nous rencontrer. Et nous, à l'époque, on voulait simplement un agrément pour être reconnu, pour que notre travail soit reconnu, pour pouvoir aller voir les centres hospitaliers, les cliniques aux alentours, pour leur dire, en fait, il n'y a pas que des HAD, il y a aussi des infirmiers libéraux qui sont regroupés avec tous les autres professionnels de santé. Et en fait, il nous a dit qu'il n'y avait pas de financement à l'époque, puisque ça n'existait pas, et il y avait seulement les MSP, et nous, ça ne nous convenait pas, parce qu'on ne voulait pas rentrer dans une forme juridique de CISA. Et donc, on nous a demandé de faire un projet de santé, ce qu'on a fait avec l'ensemble des autres adhérents de l'association. Et à ce moment-là, on a eu un petit peu, alors des difficultés avec l'ARS, non, mais en fait un grand moment de solitude, puisqu'on n'a plus de réponse. Jusqu'en juillet 2018. Parce que la personne qui était chargée du dossier n'était plus là, et on ne savait plus à qui demander. Et en fait, en juillet 2018, donc on est retourné vers l'ARS, on a inondé tous les mails, on a pris le taureau par les cornes. Le taureau par les cornes, et on a dit, on va se faire entendre, et donc on a envoyé des mails à peu près tout l'ARS. Et finalement, en septembre, on a eu une réponse. Donc, parallèlement, oui, ce que je vous disais, donc en août 2018, il y a eu le rapport de l'IGES qui mettait aussi en exergue le fait qu'il n'y avait pas trop de soutien au niveau de la création. Et donc, en septembre, donc on a été recontacté. On a fait une première présentation de notre projet, donc au niveau du service de l'offre de soins ambulatoires. Mais en fait, on ne savait pas comment se positionner, on ne savait pas si on devait demander une création de SP, si on pouvait accéder à une CTPS. Et en fait, comme on est, alors ce que je ne vous ai pas dit, ce que je comptais vous dire après, c'est qu'on est à peu près 70 professionnels. Donc sur un territoire de 8 communes, à peu près 42 000 habitants et 120 km². Donc on nous a répondu, vous ne rentrez pas dans le cadre d'une ESP, mais vous rentrez bien dans le cadre d'une CTPS. Donc on a dit, d'accord. Donc voilà. Mais maintenant, il faut remplir le dossier de financement. Et là, comment vous dire que ça a été quand même très difficile. Parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude, on est quand même des professionnels de terrain, et faire un diagnostic du territoire devant un ordinateur, c'est pas facile. Donc on s'y est mis à plusieurs, puis finalement, comme je disais tout à l'heure à Madame Gomez de l'ARS, en fait, le diagnostic du territoire, il a mis... en fait, on a retrouvé nos objectifs qu'on avait fait comme ça du terrain. On avait bien vu que la population de personnes âgées, elle augmentait énormément, qu'on avait des problèmes pour les soins non programmés, que le lien ville-hôpital n'était pas là. Et en fait, c'est ce qui ressort du diagnostic du territoire. Donc, on a déposé notre dossier en novembre. En décembre, on a refait les statuts de l'association. Donc, on a demandé conseil aux URPS PACA. On avait donc des statuts loi 1901. On avait à l'époque un bureau de 6 personnes avec les membres fondateurs, donc un médecin généraliste, un pharmacien, une société de services et 3 infirmiers libéraux, dont une qui, du coup, partie à la retraite, donc elle a été reconvertie en usager. Et en fait, on a créé à côté un conseil d'administration. Donc, on a ouvert le conseil d'administration par rapport aux professionnels du territoire. On a regardé, il y avait à peu près 500 professionnels et donc proportionnellement, en fait, on a mis des postes qui représentent l'ensemble des professionnels. En février 2019, donc, on a été convoqué ou invité en passage de commission de coordination de l'offre de proximité des Bouches-du-Rhône. Et à ce jour, donc, on est en attente de validation. Voilà, un petit peu le déroulé. Après, je peux reprendre, je ne sais pas s'il y a besoin de questions. Je pense que ça va être dans les questions, le bureau, le jury. Voilà, on va y revenir, voilà. Mais en tout cas, ce qu'on comprend, c'est qu'il faut de la patience, il faut du temps. C'est un travail de longue haleine et puis surtout de la motivation et une équipe bien soudée. Mais une fois que c'est lancé, je pense qu'il n'y a pas de souci. Après, c'est vrai qu'on est un cas un peu atypique parce qu'on était déjà une association pluripro. Donc, on avait des statuts qui existaient. Donc, ça a quand même facilité tout ce côté juridique et voilà, a été facilité par l'association.
Merci beaucoup. Voilà. J'imagine que vous serez assaillis de questions tout à l'heure. On va y revenir. Alors, Marion Chabert, je me tourne à présent vers vous, qui aujourd'hui allez prendre la parole au nom de l'ARS pour nous expliquer un peu, tout d'abord le cadre, et puis surtout comment les ARS accompagnent ce déploiement des CPTS. Et j'aurais peut-être une question liminaire. On a entendu la ministre, y compris le président de la République, nous dire qu'il faut 1000 CPTS avant la fin du quinquennat. Donc, on serait tenté de vous poser la question, est-ce que vous avez un objectif quantitatif en disant, voilà, combien de CPTS faut-il planter, si j'ose dire, si j'ose cette métaphore, dans la région PACA? Est-ce que vous avez un objectif chiffré? Alors, je crois que pour comprendre les propos du président de la République dans le plan Ma Santé 2022, avec cet objectif de création de 1000 CPTS, il faut le remettre dans l'objectif essentiel, le premier objectif essentiel, qui est d'arriver à inventer le système de santé de demain en s'appuyant sur la structuration des soins de proximité. Et c'est un petit peu là le changement important par rapport à ce qui a été souligné tout à l'heure. C'est comment on invente la sortie de l'hospitalo-centrisme et comment on arrive à structurer ces soins de proximité. Alors, ça donne un chiffre, 1000 CPTS, c'est intéressant. Moi, le chiffre qui m'intéresse, c'est la totalité du territoire et de la population couverte, 100%. Si on prend 1000 CPTS, alors ce chiffre, je pense, il a été construit, enfin je crois même, j'en suis à peu près sûre, à l'observation de ce qui était des premiers projets de CPTS émergents, donc depuis la loi de 2016, et en regardant un peu les tailles de population couvertes par les premières CPTS. Donc il en est sorti des estimations. Alors on estime qu'une CPTS... sauf dans les grandes villes ou dans les métropoles où là vraiment c'est un peu différent, ça peut aller de 20 000 à 100 000 personnes. C'est extrêmement dépendant de la configuration du territoire. La géographie a un grand rôle là-dedans, les partenariats entre territoires également, les liens existants entre les acteurs également. Donc c'est un peu ce qui a amené à cet objectif, et puis 1000 c'est joli, c'est tout rond. Si on prend 1000 CPTS, on pourrait se dire que dans notre région, pour couvrir l'ensemble du territoire, on pourrait être entre 60 et 80 communautés. Pardon, je vais revenir en fait au mot parce que 60 à 80 communautés de professionnels de santé qui pourraient être un objectif, mais qui en fait n'est peut-être pas la cible que l'on souhaite. La cible, c'est celle qu'on va construire avec vous dans les départements. Alors quand je dis vous, c'est vous, infirmiers, médecins, tous les autres professionnels de santé, libéraux, salariés, pharmaciens. Donc on va le construire avec vous et à partir de vos projets de territoire. On regardera la carte tout à l'heure, ça terminera ma présentation rapide. Mais on est vraiment, pour moi, l'objectif que l'on va suivre en parallèle du nombre de CPTS, c'est comment est-ce qu'on arrive à mailler le territoire, parce qu'en fait, ce qui nous est demandé avec la création de ces communautés professionnelles, c'est qu'elles couvrent l'ensemble du territoire sans qu'il y ait de chevauchement entre communautés professionnelles. La communauté, elle est attachée à son territoire, donc il n'y a pas de concurrence entre projets. Il faut réussir à faire une communauté des professionnels sur un territoire et réussir à créer la collaboration, le partenariat sur les sujets qui vont être... Alors, il y a des missions socles, mais il y a aussi des objets de partenariat que vous allez définir ensemble. Mais c'est un petit peu ça, enfin voilà, c'est ça notre objectif, c'est couvrir l'ensemble du territoire avec cet ajout un peu particulier qui est qu'il n'y ait pas de chevauchement entre communautés. Alors, les CPTS, comment ça marche? Alors, comment ça marche? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme outil de cadrage? Parce que les communautés professionnelles, ce sont des organisations territoriales à inventer. Madame, monsieur, vous êtes des pionniers. Effectivement, ce que vous avez décrit comme parcours, et notamment avec l'Agence régionale de santé, c'est un peu, vous avez défriché le chemin pour tous les autres qui viennent. Et effectivement, alors à la fois de par vos expériences et aussi par les travaux que nous avons avec le ministère, avec les autres agences, il y a beaucoup d'échanges avec les autres agences, nous construisons au fur et à mesure les outils, et y compris les retours, pour vous expliquer un peu le va-et-vient, y compris les retours qu'on a pu avoir de vos expériences,
ont alimenté la préparation du projet de loi qui est actuellement en discussion. Voilà, donc ce qu'on avait voulu dire, vraiment, le titre qu'on avait donné, c'est que les communautés professionnelles, ce sont des solutions qui proviennent des initiatives des professionnels de santé pour améliorer l'offre de soins de proximité et les pratiques professionnelles. Ce sont deux enjeux essentiels et importants. On a une vraie interrogation, un vrai sentiment d'insécurité de la population sur le fait d'avoir accès aux soins de proximité et le fait que les professionnels de santé s'emparent de l'organisation sur leur territoire est aujourd'hui une solution qui est promue aussi par les professionnels eux-mêmes pour répondre à cet enjeu d'accès aux soins de proximité. Et également, au travers de la collaboration, c'est le fait que ça permet d'avancer sur l'amélioration des pratiques professionnelles par l'observation des difficultés, par l'échange sur les bonnes pratiques, par l'échange sur les outils qu'on peut mettre en œuvre collectivement pour dépasser les difficultés qu'on connaît, et en particulier dans les parcours de santé de vos patients et de la population. Alors, si on revient rapidement donc, sur les objectifs, voilà, on est vraiment sur une réponse aux besoins du territoire. On a le cadre national et puis nous, ce qu'on a travaillé, alors je citerai tout de suite un peu les cerveaux à la tête de la création de la déclination régionale du déploiement des communautés professionnelles, donc le docteur Marie-Françoise Miranda et Hélène Gomez. L'idée, c'est comment est-ce qu'on arrive à utiliser tous les textes qui existent pour accompagner tous vos projets pour qu'ils aillent répondre à ces enjeux. Et là, sur les objectifs, donc on a parlé de l'accès aux soins, de la continuité des soins, vous avez souligné le rôle des infirmiers, et derrière le lien vie-l'hôpital, il y a cette question aussi, comment on garantit la continuité des soins avec des durées d'hospitalisation de plus en plus courtes ou des prises en charge qui sont différentes de précédemment. Parmi les objectifs, améliorer la qualité. On attend de ces communautés une réflexion et une amélioration de la qualité des soins et de la pertinence des parcours. Une amélioration de l'expérience patient. C'est aussi une réflexion qui monte progressivement. C'est comment on arrive à prendre en compte le vécu des patients sur leur parcours de santé et que ce vécu de patient s'améliore au fur et à mesure que l'organisation se structure au niveau territorial. Et on attend également de tout ça que pour vous, professionnels de santé, que vous soyez, quel que soit votre métier, cela devienne aussi un enjeu en matière de qualité de travail et d'attractivité pour vous, pour rester dans les métiers. Ça a été évoqué ce matin aussi, il y a des carrières qui se raccourcissent ou des changements de métier. Il a été évoqué aussi le fait d'avoir besoin de perspectives. On attend aussi que ces organisations contribuent à l'amélioration de l'attractivité pour les professionnels de santé. Donc les missions, j'y reviendrai. Alors juste rapidement, pardon, j'ai pas la... Alors les missions, elles ont été rappelées. Je ne vais pas les détailler particulièrement, vous les voyez. Mais effectivement, c'est important de voir un peu, quand même de visualiser un peu... je crois que c'est ça. Non, c'est ici. Ce qui est attendu dans les textes, on revient sur l'accès aux soins, la structuration des parcours. Et on voit que derrière ça, il y a ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Derrière les parcours, il y a toujours le lien ville-hôpital. J'ai coordonné les travaux sur le projet régional de santé. Derrière tous les parcours de santé, la question du lien ville-hôpital était essentielle. On a d'autres questions. On a la question comment, avec une structuration de proximité, donc un territoire où les professionnels travaillent entre eux sur la proximité, comment on organise l'accès au second recours, la gradation des soins, et ça c'est important aussi à structurer dans l'avenir. Et la CPTS, elle pourra organiser tout ça également. Un sujet important également sur la prévention et des outils aussi sur l'attractivité médicale. Cela implique, juste pour vous rappeler, des notions qui sont... Pourquoi est-ce que je les ai mises en avant? C'est parce que... Enfin, pourquoi nous les avons mises en avant? C'est un peu des changements qui ont été déjà un peu dits, mais ça change, pardon, en arrière. Non, je vais y arriver. La notion de responsabilité populationnelle. Et ça, c'est un grand changement pour tous les professionnels de santé.
une responsabilité collective des professionnels sur un territoire. Ça change le point de vue, vous l'avez illustré tout à l'heure. Hein, c'est intéressant, ça serait intéressant peut-être que vous reveniez là-dessus. Vous avez bien illustré le fait qu'il faut une composition et un fonctionnement interprofessionnel, et ça nécessite une structuration juridique spécifique. Ça pose après la question de d'où ça part et comment ça arrive à poursuivre, comment ça arrive à se consolider au fur et à mesure. Et de l'observation de toutes les organisations qui existent depuis des années dans différents secteurs, eh bien, l'émergence d'un leader, c'est important. Et ça permet d'accompagner les phases de montée en puissance des organisations territoriales. Avec ce leader qui va être soutenu par une équipe, la présence d'un coordonnateur de la CPTS, également un maillon essentiel, et le fait que tout cela fonctionne avec une équipe projet, avec des partenaires. Et vous avez bien illustré en fait que tout ça s'est construit, s'est consolidé au fur et à mesure de votre histoire de projet. Un projet de santé, pourquoi ? En fait, l'intérêt du projet de santé, c'est de partager entre vous, et le vous, il est vraiment large, votre connaissance du territoire. Et votre connaissance du territoire, elle s'appuie certes sur des chiffres, des statistiques. Alors, on en a plein, et en plus, on a plein de gens qui peuvent vous... il y a plein de professionnels, et vous verrez après qu'on a des aides pour ça, qui peuvent vous aider à lire les chiffres et à bien les comprendre. Mais surtout, votre projet de santé, il va être alimenté par votre connaissance du territoire, votre connaissance des difficultés que vous rencontrez pour prendre en charge vos patients sur le territoire. Et donc, il est enrichi de votre vision partagée, qualitative, qui n'est pas la même. Ce n'est pas le même regard d'une infirmière libérale, d'un pharmacien, d'un médecin. Et c'est le fait qu'on ait un projet de santé collectif qui consolide cela. Et ça définit un projet de santé, ce qui est intéressant. Il s'appuie sur un diagnostic territorial et il définit des pistes de travail, il définit des actions, il définit un enjeu collectif pour aller de l'avant. L'inscription dans une démarche qualité. Alors, pour cela, on a des outils. Donc, on a fixé des pistes de travail. Eh bien, en général, si vous vous retrouvez autour de ça, c'est pour améliorer le travail. Mais pour ça, la démarche qualité, c'est la question, alors très sensible, je vous l'accorde, de la disposition des outils numériques, du partage d'informations. On en a beaucoup des outils numériques de différents types, et pour autant, on a du mal aujourd'hui à les rendre accessibles. Enfin, c'est une responsabilité là, institutionnelle, mais aussi du monde du numérique, à les rendre accessibles pour ces organisations territoriales. Et le fait de s'inscrire dans une démarche d'auto-évaluation progressive. Alors, ce qu'on vous propose, nous, de revenir sur ce que c'était au-delà une fois qu'on a un peu partagé de ce que c'est qu'une communauté professionnelle, ce qu'on en attend, et tout n'est pas figé. On est vraiment dans une phase de construction, et je complète le propos, on est dans une phase extrêmement enrichissante. Ce qu'on vous propose, vous, c'est quand vous avez démarré un projet, quand vous avez démarré une réflexion, quand vous êtes plusieurs sur un territoire à avancer, vous allez, à un moment, formaliser un pré-projet. Effectivement, la formalisation, elle est intéressante pour nous, pour comprendre comment, nous, institutions, pour comprendre dans quel sens vous allez. Elle est intéressante parce qu'elle nous permet aussi de vous mettre en contact avec d'autres projets de votre territoire. C'est pas simple, l'histoire de pas de chevauchement des communautés professionnelles, mais ça fait partie de la règle et c'est ce qui permet aussi d'avoir une vision collaborative. Mais donc ce pré-projet, il nous permet aussi de vous mettre en contact avec les autres projets du territoire. Donc vous l'avez rédigé, vous prenez un contact avec la délégation départementale de votre agence régionale de santé. Il y a un échange. Alors, la délégation départementale, vous pouvez aussi, bien sûr, prendre contact au moment de l'élaboration de pré-projets auprès de vos URPS, auprès de vos collègues qui ont déjà fait des CPTS, auprès de plein de professionnels du territoire qui ont une expérience sur ce sujet-là. Donc, la délégation, elle échange avec vous pour bien comprendre comment vous voyez les choses et propose à un moment et dit, bon, ben voilà, on est d'accord, enfin... On trouve que ça a du sens sur ce territoire parce que c'est en cohérence avec ce qui se passe également sur votre territoire. Et vous passez devant cette fameuse commission de coordination de l'offre de proximité départementale.
Cette commission de coordination au niveau départemental regroupe les différents acteurs de l'offre de proximité du département et sont présents notamment les financeurs. Les financeurs, l'assurance maladie, le conseil régional, les URPS sont également présents. Donc, il y a un partage autour de votre projet sur est-ce que vous êtes prêt à pouvoir entamer la phase d'après, c'est-à-dire une phase de consolidation de votre projet de santé. Et cette phase de consolidation, pour cela, vous bénéficiez, si vous êtes labellisé, enfin si votre projet est retenu, ça vous permet de bénéficier des aides. Alors il y a 2 types d'aides qui vont ensemble. Il y a une aide à l'élaboration du projet de santé. C'est là, on vous propose de bénéficier de l'accompagnement d'un prestataire qui va vous aider à structurer votre projet de santé. Il ne va pas vous le rédiger à votre place, mais il va vous aider à mener votre structuration de votre réflexion collective sur le projet de santé. Pour cela, on a labellisé 4 prestataires pour vous accompagner, et c'est à vous de choisir lequel vous retiendrez. Mais également, vous avez pour démarrer une aide au démarrage de 40 000 € pour la première année d'exercice. Donc voilà les aides qui sont apportées une fois que pour l'ARS et pour les acteurs du territoire, les acteurs institutionnels du territoire, il y a une validation de votre pré-projet. L'objectif étant donc que vous ayez un projet de santé qui soit labellisé par l'Agence régionale de santé. Après, en fait, tout est à construire. Tout est à construire, et vous le savez tous, dans le cadre conventionnel actuel. Il y a encore beaucoup de choses qui sont en train d'être définies. Il faut savoir que c'est aussi alimenté par ce que nous, ARS, faisons remonter du terrain, ce que les URPS font également remonter du terrain. Donc, on est dans cette phase un peu particulière, certainement intéressante, de co-construction de cette nouvelle organisation de demain qui essaye d'être moins hospitalo-centrée que précédemment. Juste, alors, un rapide point. Alors, cette carte n'est plus à jour parce que... alors, cette carte, elle permet de assurer... Alors, derrière, le fond, c'est les zones où on a des déficits en offre de soins médicales. Bleu foncé, ce qu'on appelle les zones d'intervention prioritaire. Bleu clair, des zones d'action complémentaire. Et cette carte, elle vous permet de visualiser les zones qui sont aujourd'hui couvertes par des communautés professionnelles labellisées par l'ARS. Et elle permet déjà d'avoir aussi, de visualiser certains projets repérés et qui ont déjà passé un certain niveau de maturité dans leur construction de communautés professionnelles. Mais elle n'est pas à jour parce que je crois que ce qu'on m'a dit récemment, c'est qu'on en a 6 autres déjà qui pourraient être relevés de la notion de en projet. Et je crois qu'on a eu 9 contacts pour de nouveaux projets de CPTS. Donc on est sur quelque chose qui est très dynamique, et ça, je vous assure que c'est particulièrement enthousiasmant et qu'on va suivre au fur et à mesure. Voilà. Et déjà, il y a celle de Nathalie Bonaventure qui figure. Alors, tout de suite, on va enchaîner rapidement, puis ensuite, on fera réagir les uns et les autres. Alors, tout de suite, vous avez fait le lien en parlant de l'accompagnement de l'URPS, et je vais donner la parole à Lucienne Claustre-Bonnet. Alors, comment l'URPS accompagne-t-elle l'émergence et la création de ces projets de CPTS ? Aujourd'hui, on a beaucoup d'appels des infirmières qui sont intéressées, qui ne savent pas du tout par quel bout attraper ce problème et tous ces acronymes. Donc, à l'URPS, l'ensemble des administrateurs s'est réuni. On a essayé de faire avancer des choses en réfléchissant à ce dont elles avaient besoin, ce dont on a besoin sur le terrain pour faire avancer. Donc, on a commencé par faire des statuts types qui sont reproductibles un petit peu partout et surtout adaptables à chacun des territoires. Ensuite, on est en train de réfléchir à une fiche projet, c'est-à-dire que quand on nous dit qu'il faut réfléchir à un projet de santé, c'est très bien, mais des projets de santé sur le territoire qui est très diversifié, avec une population qui est très particulière du nord au sud, quand on passe des Alpes au bord de la Méditerranée. Donc une fiche projet qui va aider à réfléchir à l'essentiel. Et comme Nathalie a dit tout à l'heure, en fait,
Les infirmières, elles connaissent bien les problèmes du territoire qui vont être validés ensuite simplement par un diagnostic de territoire. Et puis derrière ça, elles vont pouvoir monter la lettre d'intention. On est là et on répond à tous les appels. On envoie dans un premier temps les documents et ensuite on peut participer également aux premières réunions de mise en place pour expliquer aux autres professionnels sur le terrain ce que c'est. Alors on a beaucoup d'appels, on a beaucoup de gens à qui on a répondu. Maintenant on n'est pas très nombreux non plus à l'URPS, donc des fois il faut nous excuser pour le retard. Mais pour autant, autant que faire se peut, on sera toujours présent pour vous aider. Donc des outils, de l'information et de l'accompagnement. Tout à fait. Merci beaucoup, Lucienne Claustre-Bonnet. Alors, à présent, du point de vue juridique, on a entendu un certain nombre de choses de la part des uns et des autres. Qu'est-ce que ça change, le fait de travailler en CPTS? On a parlé, par exemple, de la responsabilité populationnelle, le fait d'avoir une responsabilité collective et interprofessionnelle sur une population. Est-ce que finalement, d'un point de vue des responsabilités au sens juridique, ça implique des précautions supplémentaires? Si par exemple survenait une erreur médicale, quelle est ma responsabilité à moi en tant que professionnelle de santé, en tant qu'infirmière, si je m'engage dans une CPTS et s'il arrive quelque chose, qu'est-ce que ça implique? Est-ce que je dois prendre des précautions particulières? Quel est le regard du juriste sur ces évolutions? En général, je suis là pour inquiéter les gens et ensuite les rassurer. La CPTS, c'est un projet. Et comme tout projet, il y a des avantages et des inconvénients. Le droit est au service du projet et le juriste doit mettre en musique le projet. Donc, par une structure, il y a plusieurs outils possibles. Un des outils les plus souples, c'est l'association, loi 1901. Et l'association, loi 1901, c'est une association à but non lucratif. C'est pour ça que c'est intéressant de toujours dire le titre complet. Alors, la structuration du projet, c'est bien entendu un projet de santé, on vous l'a dit, une équipe de gens, personnes physiques ou personnes morales, ça peut être des établissements, qui en font partie et qui essaient de verbaliser autour d'un contrat ou d'un pré-contrat une idée relative au fonctionnement qui répond donc au fonctionnement de groupe. Voilà. Ça pose des questions évidemment d'abord philosophiques pour des professionnels libéraux qui ont fait le choix en général de travailler de manière libérale et donc plutôt individuelle. Donc ça veut dire rentrer dans une logique de partage de compétences, partage de connaissances et aussi partage de responsabilités, bien sûr. Ça répond aussi à une logique d'amélioration, bien sûr, sur la qualité des soins, sur les parcours, etc. Et éventuellement une logique de pérennisation d'une activité. Vous êtes des libéraux, vous avez des fonds libéraux, vous pouvez même les patrimonialiser en les revendant éventuellement. Donc la place de la CPTS au milieu de tout ça, évidemment, ça peut être un peu perturbant si on ne maîtrise pas bien les tenants et les aboutissants. Alors, encore une fois, le droit est au service du projet. Les outils existent, peut-être de nouveaux outils seront proposés par la loi, de nouvelles structures juridiques, plus adaptées, plus fines, mais on a en France la chance d'avoir une structure qui est très souple, qui s'appelle l'association, encore une fois, et cette association va permettre de moduler les interventions et, d'une certaine manière, les responsabilités des intervenants dans l'association. Vous pouvez avoir des gens qui sont plutôt dirigeants, j'entendais parler tout à l'heure de leaders, etc., qui seront plutôt à l'initiative des projets, et puis d'autres qui vont être plutôt suiveurs ou qui vont venir en cours de route. Le modèle associatif le permet, c'est très fluide pour entrer, pour sortir, ça n'est pas une prison du tout. Donc tout ça est parfaitement, relativement facile à mettre en musique. Donc il ne faut pas que ce soit un frein pour vous de vous lancer dans cette opération, parce qu'encore une fois, ce sont des outils assez fluides. Le deuxième élément, c'est qu'à côté de statuts qui sont par définition assez figés, même si tous les statuts peuvent évoluer, on fait en général un règlement intérieur qui est un document plus facile à modifier et qui va s'adapter de plus près aux besoins
de l'évolution de la structure, en termes de projet, en termes, pourquoi pas, de territoire, en termes d'intervenants, en termes de répartition de responsabilités dans la structure. Donc ça aussi, c'est des choses qu'il faut... Pardon ? Et de rémunération, mais ça c'est un point un peu sensible, ça. Donc j'en parle ensuite. mais c'est frappé au coin du bon sens, en tout cas. Donc voilà, moi j'interviens souvent pour vous en défense professionnelle, devant les ordres, devant les juridictions disciplinaires, civiles, voire administratives. Donc je connais bien les problématiques des professionnels libéraux et ça me permet d'envisager dans la rédaction des documents tous les points qui font mal, évidemment. Parce que, encore une fois, un contrat, que ce soit une association, un pré-contrat, etc., virtuellement, on n'en a pas besoin, surtout quand on est d'origine latine, on se tape dans la main en disant on va fonctionner comme ça. En réalité, le contrat, on le sort quand ça ne va pas, quand ça ne va plus, quand ça déraille et qu'on regarde finalement la règle qu'on avait posée, qu'on avait écrite. Donc ce contrat, il est fondamental pour envisager surtout les points de difficulté. Parce que pour dire, encore une fois, sinon tout va bien, virtuellement, il n'y a pas besoin de contrat. Alors, ce contrat, il va être éventuellement ensuite sacralisé, si je puis dire, par une relation avec l'ARS. Donc, l'association en question pourra contractualiser, donc rentrer effectivement dans un certain schéma proposé par l'ARS avec, vous avez vu l'étoile tout à l'heure, un financement. On va employer des termes assez larges. Un financement au démarrage, et on peut se poser la question, finalement, où va passer l'argent? Et est-ce que l'argent va bénéficier aux membres de l'association et comment? Alors évidemment, dès qu'on parle d'argent, ça pose un peu des problèmes un peu plus délicats, de répartition, de comptes à rendre. Quand on reçoit de l'argent, en général, il faut rendre des comptes. Et puis, je vous rappelle que vous êtes dans une association à but non lucratif, c'est-à-dire que le regroupement qu'on vous propose n'est pas destiné à vous financer. Et les financements qui sont proposés seront destinés à la structure. Et une association, en principe, n'a pas le droit de redistribuer à ses membres les fonds reçus. Il peut y avoir des exceptions, tout ça, ça peut se discuter, mais le but de l'argent qui va être éventuellement donné par les financeurs, ce sera pour le fonctionnement de la structure, pour la mise en place de la structure, le fonctionnement. Alors, un fonctionnement de structure, ça ne veut pas dire que vous allez du jour au lendemain toutes ou tous déménager dans le même local. Évidemment, c'est un réseau qui suppose que chacun garde sa patientèle, sa manière de travailler, l'améliore éventuellement bien sûr si c'est possible, mais c'est vraiment quelque chose qui n'implique pas ni une adresse autre que le siège social qui est obligatoire pour une association, mais une adresse de concentration. Voilà. Alors après, on est au début, tout est possible, on vous parle de territoires avec des populations importantes, donc virtuellement un nombre d'acteurs dans ces CPTS qui peuvent être aussi importants. Ça peut être des petites CPTS, si je puis dire, et puis ça peut être des grosses CPTS. En tout cas, le modèle choisi doit pouvoir permettre de faire une certaine évolution en ce sens. Et donc, il ne faut pas imaginer ces CPTS comme un outil de patrimonialisation. Ce n'est pas parce que vous serez dans une CPTS que vous allez revendre une part de CPTS. Ça veut strictement rien dire. Donc, vous avez une patientèle, vous pouvez la revendre éventuellement. Vous pouvez même éventuellement dire, à titre de plus-value, je fais partie d'un CPTS, donc regardez, c'est une sécurisation pour mon activité, etc. Ça oui, mais le fait d'appartenir à une CPTS ou à une CISA, pour employer un terme un peu barbare, c'est un autre type de société, n'est pas une valeur en soi qu'on peut négocier. Et ce côté rémunération ne viendra pas de la CPTS, il viendra plutôt du fait que vous avez accepté de travailler dans un parcours coordonnées, ça l'ARS pourra peut-être en dire plus, et à la marge, vous aurez peut-être un complément de rémunération de ce type. Voilà, au point de la rémunération. Après, le dernier élément qu'il va falloir bien baliser, c'est la notion de secret professionnel et d'information partagée. Parce que, vous savez bien, le secret, c'est quelque chose de fondamental, c'est prévu par la loi et c'est un délit, donc il y a des sanctions lourdes et la société en général exige, outre les aspects purement judiciaires, exige le respect du secret dans une société où malheureusement il n'y a plus de secret. Tout est fluide, tout est partagé à toute allure, et les systèmes informatiques, les systèmes de gestion des cabinets, les systèmes partagés ont tous des failles.
même si les ingénieurs essayent de vous proposer des solutions dites sécurisées. Donc c'est vraiment un vrai souci sociétal. Et évidemment qu'à partir du moment où des professionnels de santé vont mettre en commun, on va dire, un certain type de patients répondant au projet de santé, eh bien, il y aura la mise en commun d'informations de santé. Et là, il faut être très prudent dans la manière dont ce sera conçu, à la fois par les programmes informatiques et les techniques, mais aussi dans les relations entre les intéressés. Parce que c'est principalement sur ces 3 points que les litiges pourront naître. 1, la gouvernance. Je décide pas, à quel niveau de poids j'ai dans cette structure. L'entrée et la sortie, est-ce que je suis prisonnier ou pas, et comment ça se passe. L'aspect financier, qui va gérer les fonds et quelle priorité on va donner à la gestion de ces fonds. Ma rémunération, un peu connexe, est-ce que j'ai intérêt financier à rentrer dans ces parcours et quel compte à rendre j'aurai en face à faire. Et puis cette problématique de responsabilité, la responsabilité médicale au sens large, la qualité de mes soins, ce que je dois à mes patients et quelle responsabilité je vais avoir si un autre intervenant finalement déraille par rapport à mes patients, entre guillemets. Quelle est la responsabilité de la structure? Est-ce que cette structure va être assurée pour l'organisation qu'elle met en place, qui peut être défaillante et donc causer un dommage à des victimes? Et puis le dernier point, qui est un peu le corollaire, la protection du secret et toutes les précautions qu'il faut. Vous avez entendu parler du RGPD, donc c'est encore des notions un peu à la fois barbares, mais quand même très pratiques, qu'il faut avoir en vigilance. Merci beaucoup Philippe Carlini, maître Carlini. Alors David Guyet souhaitait réagir sur l'une des interventions, puis ensuite la parole circulera parmi vous. Alors j'espère qu'on n'a pas perdu la moitié de la salle avec les 2 dernières interventions. C'est très intéressant. Vous avez remarqué qu'on a donné 3 fois plus de temps à l'ARS qu'à nous. Donc en fait, c'est pas ça qu'il faut faire sur le terrain. C'est-à-dire c'est vous qui avez la main et l'ARS doit être positionnée en tant que facilitateur et accompagnateur. On ne peut pas se laisser entendre que tel ou tel projet n'est pas bien parce que vous avez oublié une virgule ici ou un paragraphe là. Il faut accompagner les professionnels. Les fonds que vous donne l'ARS PACA, on peut les solliciter un peu plus que ça. Ils ne sont pas très généreux par rapport à ce que nous, on a en Pays de Loire. Alors les ARS communiquent entre elles. Je vous dirais que nous, en Pays de Loire, on a 15 000 euros d'aide au démarrage et ensuite 2 fois 50 000 euros par année pour le fonctionnement ou du moins dédié au fonctionnement. En fait, on a écrit un cahier des charges, c'était très important, nous les professionnels de santé libéraux, et il ne faut pas penser tout de suite à faire trop bien, à essayer d'appeler l'hôpital local, le social, le médico-social ou autre. Le but, c'est déjà de vous structurer, vous, d'avoir la main sur vos projets, sur ce qu'est l'organisation territoriale en santé à votre niveau professionnel de santé libéraux. Et contrairement à ce que dit l'ARS, désolé Madame Chabert, il y aura des trous dans la raquette, il y aura des zones qui ne seront pas couvertes, ce n'est pas possible. Simplement, l'idée, c'est quoi? C'est de se dire que s'il y a des trous, pourquoi il y en a? Pourquoi les professionnels n'y sont pas allés? Et c'est cela qu'on va aller voir. Parce que les cartes, c'est bien, mais le terrain, c'est autre chose que des cartes. On n'est pas, nous, administratifs, et l'idée, c'est de se dire, il y aura des ratés, mais ça, c'est pas grave. 2022, c'est trop proche pour nous. Les ratés, c'est fait justement pour avancer. On se déplace sur le terrain. Et s'ils n'ont pas intégré la CPTS, savoir pourquoi, aller les voir, leur proposer peut-être une brique un petit peu plus petite, etc., etc. Mais je pourrais parler des heures. Alors, merci beaucoup. Alors, on va rallumer la salle. On va rallumer la salle si vous voulez bien. Et à présent, vous allez poser vos questions à nos différents intervenants. Qui veut démarrer? Alors, vous avez des hôtesses qui circulent avec un micro. Alors, vous, madame, alors vous vous levez et vous vous présentez pour qu'on puisse vous voir. Bonjour, je suis Madame Bouguera, infirmière libérale à Sifour. Alors, ma question, elle est là. Bon, je ne vais pas reprendre le travail de la sociologue, c'est un très bon travail, mais ma question, elle est, si on commence un projet de CPTS, qu'on a commencé à avoir un petit peu d'argent pour ça, et puis en cours de route, les médecins décident d'arrêter le projet. Nous, infirmières, bien entendu, nous ne pouvons pas continuer ce projet parce qu'il faut quand même obligatoirement un médecin, voire 2, je crois.
Donc, est-ce qu'il y a arrêt total du projet ou peut-on continuer quand même tranquillement en attendant qu'on puisse trouver un médecin? Parce que nos malades ne seront pas moins soignés, hein, ils auront leur médecin, ils pourront continuer à être soignés dans le projet de CPTS. Merci beaucoup. Alors, en clair, je vais reformuler la question d'une manière plus directe. Est-ce que quand on est infirmier et qu'on monte un projet de CPTS, est-ce que les médecins ont un pouvoir d'arrêter le développement d'un tel projet? Lucienne et peut-être non, je pense l'ARS. Il y a quelqu'un dans la salle qui va pouvoir parfaitement répondre à cette question parce que c'est elle qui s'occupe de ça et qui, même si elle nous laisse pas beaucoup d'argent et pas beaucoup... Madame Miranda. Madame Miranda. Allez, venez, voilà. Madame Miranda, venez avec nous. Donc Marie-Françoise Miranda, qui est le médecin de l'ARS et qui gère ce type de dossier. Allez, venez. On essaie de poser peut-être des questions plus courtes et puis, s'il vous plaît, des réponses courtes. Donc, est-ce que... Alors, prenez un micro là-bas. Voilà, installez-vous. Est-ce que le fait d'être une infirmière, finalement, ça nous donne moins de chances pour aboutir sur un projet? Et on posera la question aussi à la fédération. Bon, alors, sûrement pas. Je voulais juste répondre au monsieur de la fédération. Donc, déjà, bonjour, enchanté. Donc, je suis tout à fait d'accord. Moi, personnellement, je suis médecin généraliste. J'ai été 8 ans urgentiste et 12 ans médecin généraliste dans le 7e à Marseille. Aujourd'hui, responsable de l'organisation du premier recours. Et j'ai souhaité avoir comme chargée de mission une infirmière, Hélène Gomez. Hélène, lève-toi, qu'on voit qui tu es. Voilà. Parce que justement, il me semblait essentiel qu'à l'ARS, ce soit des professionnels de santé qui ont eu cette expérience du libéral qui puissent porter le déploiement des CPTS. Donc, pour répondre à votre question, bien évidemment, non, on n'arrête pas un projet parce qu'il n'y a pas de médecin. Donc, merci. C'est on fait essentiel. court. Alors, on fait court. Alors, juste la réaction de nos deux témoins de terrain. Non, et puis juste qu'il n'y a pas besoin Nathalie. de 2 médecins. Non. Un seul médecin pour monter le projet, ça suffit. Il y a des chiffres qui circulent qui sont Oui, je pense assez que bizarres. Je pour en pense qu'il va parler- falloir revenir sur certaines choses. Juste, je pense que ce dont vous parlez, c'est un projet de maison de santé. Et effectivement, il faut des médecins dans une maison de santé. Il ne faut pas que des médecins, mais il faut aussi des médecins. Les chiffres que vous avez cités sont ceux des maisons de santé. 1 ou 2. Alors, David Guyet, vous parliez tout à l'heure au sein de la fédération des CPTS de 121 projets recensés. Il y en a combien qui sont portés par des infirmiers? En fait, j'ai pas envie de sectoriser parce que je suis pas là pour ça. En fait, c'est pas porté par des infirmiers ou des kinés ou autres. Il faut qu'on sorte de ça. C'est porté par des professionnels ou une organisation professionnelle. Alors, il y a des leaders, il y en a du côté de Bordeaux, il y en a a priori ici, il y en a dans nos régions, il y en a partout, mais simplement, c'est vraiment une équipe pluripro qui porte un projet, qui se réunit, qui appelle les URPS concernés et qui demande de l'aide. Parce que nous, on est avant tout soignants, on nous impose ces choses-là. C'est pas nous qui avons décidé comme ça, les MSP, les trucs et les machins, on nous en impose. Donc à nous de nous emparer de ces sujets avec notre niveau de compétence et de se faire aider ou des agences ou des URPS pour l'accompagnement au projet et à la réalisation des projets. Alors, on est à côté du Vélodrome, c'est donc logique et encore mieux de parler d'équipe. Alors, une autre question, s'il vous plaît. Alors, vous là-bas... On ne va pas faire monter tout le monde sur scène, hein, parce Non, que non, là, non, à chaque fois qu'il y a une réponse... Non, mais je vous en prie. Hop, hop, hop. Alors moi, je suis infirmière libérale à Toulon, à Nidao. J'ai une question pratico-pratique que je voudrais poser à la dame, là, je ne me rappelle plus son nom. Nathalie Bonaventure. Nathalie Bonaventure. Nathalie, ça suffira. Quand on monte tous ces dossiers, j'ai l'impression que ça prend énormément de temps. Donc, pratico-pratique, comment on fait pour vivre? Parce que déjà, quand on a la tête dans le guidon... Ben, on continue. Non, ma question, c'est comment tu as fait pour te sortir de tout ça en passant ton temps à te démener à droite, à gauche? Ben, on a continué à travailler quand même parce qu'il faut vivre. Ben oui, Et on a exactement. pris- Ouais. Ben, on a pris un peu... Ben, j'ai des associés qui sont un peu plus souples. Je travaille que 2 jours par mois. On est Ouais. 3. Et c'est vrai que le reste du temps, ben, au lieu de faire ma compta, j'ai fait les papiers, quoi. Voilà, mais oui. Voilà. Et Non, mais... enfin, oui. tu ne t'es pas senti découragé à un moment donné? Parce que ça me semble... Non, mais après, Le parcours du je pense combattant, qu'on quoi. on avait commencé, et en fait, là, ça a émergé. Il y avait quand même des possibilités
intéressante, on en parlait de plus en plus. Donc je pense que, comme disait David, c'est une chance à se saisir. On ne peut pas laisser, qu'on soit infirmier bon là on est un forum infirmier, mais je veux dire qu'on soit infirmier ou alors, les kinés, je ne sais pas s'il y en a ici, c'est vrai qu'ils se sentent, j'ai l'impression qu'ils sont moins impliqués que nous. Non mais, Nathalie, très franchement, et je ça prend du temps. Voilà. Ah oui, non, si vous aviez en fait, eu la possibilité d'être accompagné, peut-être de solliciter je pense que directement l'ARS ou après, l'URPS. je pense que les projets qui vont naître aujourd'hui seront plus aidés et vont monter plus facilement. Parce que nous, comme on disait tout à l'heure, on a un petit peu essuyé les plâtres. On ne savait pas trop à quel sens se vouer. Moi, j'avoue que je me suis... Par exemple, pour les statuts, pour la gouvernance, on s'est énormément aidé du manuel de l'ARS Île-de-France, qui était très cohérent, qui nous a aidés, alors que celui de l'ARS PACA était plus en version MSP. On trouvait moins de réponses. En fait, on a cherché nos réponses un peu de partout. Et on continue, moi, tous les jours. J'ai la chance de faire le DU ambulatoire et pratique infirmière libérale. Vous avez une pro. Avec des collègues qui sont pas mal là. Et donc, il y a pas mal de personnes qui sont impliquées. Et c'est vrai que on s'échange, on a une Dropbox, on se passe comme ça, sous le manteau, les infos qu'on glane. Et oui, ça prend du temps. Mais je pense que le jeu en vaut la chandelle. Mais voilà, c'est bénévole, oui. Merci Nathalie. Marion Chabert, vous me disiez tout à l'heure que vous aviez labellisé un certain nombre d'acteurs agréés pour qu'ils accompagnent les intervenants, les porteurs de projets. Donc comment ça se passe ? Qu'est-ce que ça veut dire être agréé concrètement pour accompagner les porteurs de projets ? Concrètement, il y a eu une procédure, il y a eu un appel à candidature l'année dernière. On a eu plusieurs réponses. Et on a retenu 4 prestataires, dont 3 cabinets d'accompagnement, d'exercices coordonnés, qui ont déjà eu pas mal d'expérience France entière, ainsi que l'URPS médecins libéraux, qui a été retenu aussi sur l'accompagnement des CPTS. Et pas l'URPS d'infirmiers ? Pourquoi Alors, on a eu beaucoup cet échange. Pardon, je mets peut-être les pieds dans le plat, mais alors... Alors, moi c'est un sujet, et on en a beaucoup parlé avec Lucienne Claustre. Pardon, non, mais elle était très franche sur ce sujet. Je pense que ma réponse l'a été également. Je pense que j'aimerais qu'avec l'URPS infirmier, donc d'abord qu'il se positionne bien sur le pré-projet, ce dont on a parlé tout à l'heure. Vous avez une idée. Ils sont là pour vous donner une première information, vous accompagner pour rentrer dans le chemin de la construction de cette CPTS. C'est un peu, il y a ça. On ne l'a pas retenu parce que l'accompagnement à l'émergence d'une structure, et là, avec les aspects qui ont été consolidés, précisés par mon voisin, on trouvait d'abord, on a étudier des dossiers, et puis on trouvait également que positionner l'URPS infirmier sur ces sujets-là, on avait peut-être d'autres choses à faire, comme développer des expérimentations au sein de ces CPTS pour promouvoir l'apport des professions infirmières dans ces territoires. Donc, c'est aussi une question que l'URPS infirmier, c'est un métier un peu à part, l'accompagnement à l'émergence de structures, l'accompagnement à la sortie de structures. On avait une antériorité avec l'URPS médecins libéraux, donc c'est avec eux et un partenariat qui avait déjà 1 ou 2 ans d'avance, parce qu'on construit les outils au fur et à mesure. Je ne dis pas que tout est fermé, en tout cas en l'état actuel de l'examen des dossiers au mois de décembre l'année dernière, on a pensé que, vu la façon ce qu'on avait démarré avec l'URPS infirmier, notamment, par exemple, l'expérimentation sur la permanence des soins dans les Alpes de Haute-Provence, ou encore sur les outils informatiques, on a pensé à l'examen des dossiers, qu'il y avait d'autres choses à faire cette année avec l'URPS infirmière. D'ailleurs, on a déjà commencé à en parler la semaine dernière, et voilà.
D'accord. Peut-être Lucienne. Donc, ça confirme simplement ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, c'est vrai qu'on a été retoqué sur l'appel à projet, ça c'est sûr. On n'était pas très contents, moi en tête d'ailleurs. Mais bon, derrière, on a trouvé une autre façon de travailler qui me paraît intéressante. On connaît bien le terrain. Par contre, on ne connaît pas bien chacune des réunions, chacun des territoires. Ce qui est important, c'est de s'adresser à nous. On va vous aider. On va créer des outils pour que quand les dossiers, vous les déposiez, ils aient déjà, je dirais, plus besoin d'accompagnement ou de très peu d'accompagnement et qu'ils puissent être validés très rapidement. Voilà, donc ça veut dire qu'en tant qu'infirmière porteur de projet, je vais voir l'URPS infirmière de PACA et ça ne pose pas de problème. Je serai accompagnée aussi bien que chez n'importe quel autre des opérateurs agréés. On est d'accord, hein? Et juste, excusez-moi, juste pour vous dire, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est un peu un combat au départ. Hein, quand on fait quelque chose d'innovant, c'est nouveau pour nous. Hein, donc on construit petit à petit, grâce à vous, on construit tout ça. Et du coup, c'est vrai que Respect, on a aussi un peu fait les frais. C'est-à-dire qu'effectivement, on avait décidé d'aider, on avait décidé de soutenir, on avait décidé d'accompagner, parce que c'est un vrai métier, l'accompagnement, et qu'on ne sait pas faire et qu'on n'a pas le temps quand on est aux soins. On n'a pas le temps de faire tout ça. Donc effectivement, aujourd'hui, ça s'est amélioré, mais on ne demande qu'à s'améliorer. Donc les montants qu'on a vus là-bas, pour dire les choses très clairement, les montants que vous avez affichés tout à l'heure, qui concernent la partie accompagnement, ces montants, ils auraient pu être affectés par exemple à Nathalie et à l'équipe. J'ai vu une trésorière tout à l'heure qui a attrapé des cheveux blancs d'ailleurs depuis. Ces montants auraient-ils pu permettre à cette équipe de dégager du temps et de percevoir de l'indemnisation, en tout cas une compensation pour perte d'activité, pour se consacrer au montage des dossiers? Est-ce que ça sert à ça, les fonds d'accompagnement, ou est-ce que ça sert finalement à payer des consultants pour rédiger les dossiers? Sur l'aide à l'accompagnement, l'aide au démarrage, elle est pour la CPTS et l'association va pouvoir... on attend les résultats de la CCOPD que je ne connais pas, mais... l'association Respect va pouvoir en bénéficier. Après les 20 000 euros, donc c'est 40 000 euros pour démarrer. Ça n'exclut rien sur la suite. On est un peu en retard par rapport à d'autres régions, certainement par rapport à la RSPI de la Loire. Donc il y a des choses qu'on n'a pas encore consolidées en termes de modèle financier. On attend aussi effectivement les cadrages nationaux. On est aussi dans cette... Mais en tout cas, les 40 000 euros, c'est pour démarrer la première année. Je ne voulais absolument pas dire qu'il n'y aurait rien après. Par contre, on va le consolider au fur et à mesure. Et sur l'aide à la consolidation du projet de santé, là, c'est bénéficier d'un prestataire externe. Et effectivement, je pense que de même, l'association pourra en bénéficier. Merci pour ces précisions. Alors, pendant que quelqu'un d'autre se prépare, voilà, alors le micro se dirige vers cette dame. Juste une chose en fait à préciser, c'est qu'il faut pousser les portes fermées. Il ne faut pas se laisser entendre que l'URPS ceci a autre chose à faire ou autre. C'est impossible d'entendre ça. Il faut absolument, comme nous, en Pays de Loire ou dans d'autres régions, pousser les portes des ARS, faire valoir notre modèle. On est capable de valider ou pas valider. On nous demande de faire des choses que, soi-disant, ce n'est pas notre métier. On est capable aussi, nous, d'avoir un jugement opportun sur de telles décisions. L'URPS infirmier en Pays de Loire est dans le comité de validation des CPTS. On fait partie intégrante de tous les projets de validation pour la bonne et simple raison, c'est que c'est à la main des professionnels. Ce n'est pas agence dépendant. Je n'oppose personne, mais c'est une vraie réalité de terrain. La réalité du terrain, il n'y a pas beaucoup de monde à part nous qui la connaissons, parce qu'il n'y a plus qu'un professionnel qui se déplace. C'est nous. Les aspects territoriaux, c'est nous. J'ai juste une dernière chose à dire. Et je vous laisse la parole, c'est promis. Les CPTS qui fonctionnent aujourd'hui dans le département 21 en Côte d'Or, elles ont par an, pour fonctionner sur des fonds FIR, et je remercie les ARS, 600 000 euros par an pour fonctionner. Donc, les 40 000 d'aide au démarrage, ok, on va démarrer avec ça. Tu peux avoir des fonds rétroactifs pour rémunérer le temps passé. Ça, c'est au souhait de l'association de pouvoir faire les statuts en fonction d'eux. Il ne faut pas se laisser abattre, mais on ne va pas bosser gratuitement, personne ne le fait. Très bien, merci beaucoup. C'est à vous, madame. Ensuite,
à madame. Alors, à vous. Alors, je vais demander de faire des questions courtes Oui, parce oui. que le temps file. Et, Bonjour. voilà. Alors moi je suis Anne Clèche, je suis infirmière libérale depuis 12 ans à Cogolin dans le Var et je suis secrétaire de l'association des infirmiers libéraux du Golfe de Saint-Tropez qu'on a créée il y a deux ans avec Valérie Jourdan qui est la vice-présidente de notre association. Donc nous on est venus pour porter le message aux 12 communes qu'on couvre sur le Golfe de Saint-Tropez avec plein d'espoir. Et on a appris là tout à l'heure par le diapositive qu'en fait il y avait déjà une CPTS en place dans notre secteur qui était anciennement une CISA et qu'on n'a pas du tout été informé de ça. Donc en fait, on se demandait comment nous, les infirmières libérales, déjà qu'on a du mal à comprendre ce que ça va nous apporter, parce que la coordination, c'était le but de notre association. On est coordonné avec les groupements de pharmaciens, on est coordonné avec les associations de formation professionnelle des médecins. On parle beaucoup, on fait des formations avec le pôle de santé, qui est notre organisme central, avec qui on travaille de plus en plus. Tout d'un coup, on apprend qu'il y a en plus une CPTS. Alors nous, en tant qu'association, on n'était pas du tout au courant. Et comment on va se situer en tant qu'infirmière libérale là-dedans, on a du mal à comprendre. Marie-Françoise Miranda, comment vous expliquez ça ? Alors en fait, la loi de décembre 2016 qui crée les CPTS expliquait que les pôles de santé se transformaient automatiquement en CPTS, sauf avis contraire de leur part. Donc CISA, Alliance thérapeutique du Golfe, était un pôle de santé à qui on a demandé, ils se sont transformés. Par contre, effectivement, il aurait dû y avoir une information de leur part via les acteurs de santé du territoire, puisque on est bien d'accord, il peut y avoir des projets de CPTS sur un territoire parce qu'on a des professionnels de santé qui ont créé une dynamique et ont fait tout ce travail comme Respect le fait aujourd'hui, par exemple. Mais bien évidemment, une fois la CPTS créée, ils doivent aller vers les acteurs de santé de ce territoire pour les embarquer dans l'aventure. C'est-à-dire que si vous êtes sur le même territoire que cette CPTS, il aurait fallu que la CPTS, et là-dessus, ça tombe bien, je vois Monsieur Joux, le coordonnateur, à 14h, donc de lui expliquer qu'il aurait dû aller vers vous pour vous proposer. D'accord. Alors, moi, bon. Moi, en je tout cas, le propose but, que vous vous c'est qu'ils viennent vers vous et que vous les rejoigniez. En tout cas, c'est pas parce qu'il y a une CPTS qui a été formée. Voilà. Alors, merci d'avoir soulevé ce problème. Et ce que je vous propose, c'est que vous puissiez en discuter tout à l'heure, parce qu'effectivement, on comprend qu'il peut y avoir des initiatives qui soient prises localement sans que l'ensemble des acteurs en soient informés. Et ça, c'est un vrai souci, et on le note. Voilà. Et donc, vous prendrez contact avec le docteur Miranda tout à l'heure. C'est à vous. Oui, bonjour, Livia Tamburini, infirmière libérale depuis... Et c'est l'avant-dernière question. Voilà. Donc, je suis en maladie, je ne travaille plus, en incapacité totale. Ce que j'aimerais savoir, c'est la position des caisses primaires vis-à-vis du financement de ces CPTS. Et deuxième question, au niveau juridique, puisque depuis janvier 2018, février 2018, il y a la possibilité de créer des SIC, des sociétés coopératives d'intérêt collectif. Je voulais savoir si cette structure juridique pouvait s'affilier au CPTS, sachant que le CPTS, si c'est que libéral, voilà. Mais comme il y a les 600 000 euros dans le Doubs au niveau du financement, je pense que ça servira aussi, peut-être, et j'espère, à salarier aussi du personnel. Alors, l'assurance maladie n'est pas représentée. On va essayer de répondre très rapidement, très court. Il faut savoir que les 600 000 euros, l'ARS ne les donne pas comme ça, et je ne réponds pas à leur place, mais c'est des CPTS qui sont en production. Il y a de la qualité des soins, il y a de la production de données, ils sont déjà organisés, ça fait 10 ans qu'ils travaillent. Ils en sont arrivés à un niveau de maturation où, en effet, c'est 600 000 euros. Mais 600 000 euros, c'est rien. 600 000 euros, c'est rien du tout. Quand vous êtes 120, 130, 140 professionnels, la moyenne des 121 CPTS, c'est grosso modo 120 professionnels, c'est rien pour travailler. L'hôpital a des moyens beaucoup plus colossaux pour s'organiser. Faites fonctionner un hôpital sans secrétaire, sans femme de ménage, sans cadre, sans interne, et puis on va voir comment ils s'organisent pour structurer les soins. L'idée, c'est réellement, objectivement, c'est de travailler par palier, faire des choses simples, travailler avec vos URPS. Les agences sont là pour vous accompagner. Merci. Marion Chabert, un complément court. Non, c'est vrai que j'ai concentré ma présentation sur l'aide au démarrage des projets tout à l'heure. Actuellement, mais c'est l'enjeu des négociations, mais actuellement, l'assurance maladie ne reverse pas de fonds pour l'organisation CPTS.
Par ailleurs, tous les professionnels de santé qui réalisent des soins sur le territoire sont financés comme avant et comme ils le seront demain s'il n'y a pas de modification des règles de financement. Donc ça, c'est un premier sujet pour l'assurance maladie. La question a été posée. Mais c'est bien l'objet de l'accord cadre interpro, c'est d'aller voir quel est le socle sur lequel l'assurance maladie va aller consolider un financement au niveau de la CPTS. Les discussions ne sont pas encore complètement abouties. Il y a beaucoup de discussions à ce sujet-là. Je ne vais pas rentrer. Franchement, la négociation est là pour ça et je trouve que c'est assez intéressant de suivre tous ces échanges et tout ce que ça apporte comme différence d'attente entre les professionnels, entre les institutions, et on verra quels en seront les résultats. Mais aujourd'hui même, l'assurance maladie ne peut pas financer une CPTS. Par contre, elle finance tous les soins réalisés dans le territoire. Demain, il y a d'autres modèles. Alors, vous avez évoqué le FIR pour financer un peu l'organisation de la coordination sur le territoire. Demain, il y a d'autres modèles de financement qui pourront concerner les communautés professionnelles sur des modèles très très différents par rapport au financement à l'acte actuel, sur des modèles de rémunération d'équipe, sur des modèles de rémunération sur la qualité, sur les résultats de l'organisation sur le territoire. C'est des travaux qui sont en cours au niveau national, qui associent l'assurance maladie, les professionnels de santé et notamment dans ces groupes de travail, il y a des communautés professionnelles qui participent à la création de ces groupes de travail. Mais ça, c'est les financements de demain. Voilà. Donc aujourd'hui, on est sur une première étape. Effectivement, on est sur progressivement. On va consolider petit à petit et les organisations et tout ce qui va avec, notamment les questions des statuts, mais également les questions de financement qui vont avec. Alors peut-être juste un petit mot pour Maître Carlini. On a entendu des chiffres très importants. Là, 600 000 euros sont des montants très importants. Ce n'est pas des montants que vous êtes accoutumés à gérer au quotidien dans la gestion de vos cabinets. Ce sont des montants très importants. Donc il y a une responsabilisation et des attentes sur le plan juridique qui vont être très importantes et un risque de pénalisation. Il faut rendre des comptes sur l'utilisation de ces deniers, donc des précautions, j'imagine, à prendre. Oui, alors pour répondre à la question, d'abord, une association, c'est très large. Donc ça peut accueillir une société à forme coopérative, ça ne pose pas de difficulté. Et c'est le but, d'accueillir finalement tout type d'opérateurs. Après, oui, évidemment, quand une boutique prend de l'importance et qu'il y a de l'argent, il vaut mieux avoir des gens compétents pour la gérer que... L'argent public. Encore plus, oui, de l'argent public. Donc évidemment que ça pose la question de la gouvernance. Qui va gouverner? Comment? Des gens qui ont la capacité, comment ils sont soutenus par un conseil d'administration, parce qu'une association, c'est le conseil d'administration qui gouverne, c'est pas le président. Donc voilà, ça pose des... Mais c'est là aussi où on avait évoqué hier finalement la démarche. Comment est-ce qu'on commence par créer une association et ensuite on met un projet dedans, etc. Créer une association, c'est hyper facile. En réalité, je pense qu'il faut créer une communauté de personnes, association formelle, contrat, pré-contrat, on appelle ça comme on veut, convention, voilà, qui n'aura pas de personnalité juridique et évoluer tranquillement vers la personnalité juridique, parce qu'effectivement, une association, quand on est administrateur, conseil d'administration ou encore plus au bureau, président, secrétaire, trésorier, on a une responsabilité propre et quand il y a de l'argent, il y a des comptes à rendre et donc c'est vrai qu'on sera contraint de repérer au fur et à mesure du regroupement qui aura la capacité de prendre ses responsabilités et comment celui ou ceux qui vont prendre les responsabilités seront soutenus par le conseil d'administration, les gens qui voudront y aller, qui ne voudront pas y aller, quel pouvoir on va donner à tel collège si on fait des collèges, etc. Et tout ça, ça se construit au fur et à mesure de l'évolution de la structure et du projet. Allez, une dernière question courte, c'est la dernière. Pendant que Richard Benassia... C'est pas vrai, vous pouvez poser des questions après. Merci, c'est gentil. Stéphane Soulanas, infirmier libéral à Marseille. J'avais plusieurs questions et je vais essayer de faire la plus simple, la plus courte. Je crois avoir compris finalement que les CPTS vont être amenés à couvrir le territoire dans sa globalité. Est-ce que cela veut dire ensuite que pour l'ARS, ce seront les référents pour les hôpitaux, les EHPAD, les médecins prescripteurs et que ce sera eux qui dispatcheront ensuite les soins au domicile?
Alors, est-ce que, en fait, ils vont avoir une fonction d'aiguilleur et finalement, est-ce que ce sont eux qui répartissent les soins? Je ne crois pas que ce soit le modèle qui actuellement est dans les tuyaux. C'est un modèle qui existe à l'étranger, qui existe aux Pays-Bas. Je ne crois pas que ce soit le modèle de construction de la communauté professionnelle territoriale de santé, en tout cas telle qu'elle est structurée aujourd'hui. Donc la formulation que vous avez, qui est assez directe, hein, qui est avec une notion presque d'achat de prestations de santé, je pense que c'est à ça que vous faites référence. Pour l'instant, en tout cas dans les textes qui existent, ça n'est pas le modèle de la communauté professionnelle territoriale de santé qui, dans ses objectifs, ne fonctionne pas comme ça. C'est un regroupement de professionnels de santé qui travaillent ensemble. Voilà, pour l'instant, c'est ça, quoi. Si la question c'était y aura-t-il du compérage, le compérage, il faut arrêter il faut appeler un chat un chat. Aujourd'hui, le compérage sur le territoire est connu. Moi, je travaille sur un territoire qui s'appelle l'Île-sur-la-Sorgue. C'est très beau, vous pouvez venir. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je travaille avec certains médecins et avec d'autres, on ne travaille pas parce qu'on n'a pas d'affinité. On travaille avec les pharmaciens globalement, à peu près tous. Et je pense qu'il n'y en a pas une ici dans la salle qui est capable de dire que ça n'existe pas sur son territoire. Alors, si vous pensez que la CPTS, ça peut créer des compérages, je pense que c'est une lourde erreur. Je pense que simplement, ça va permettre de dynamiser les professionnels entre eux, ça va permettre de nous rencontrer, de mieux nous connaître et de mieux travailler ensemble, mais sûrement pas de compérer. Enfin, au moins, c'est ce que je souhaite et je pense que c'est dans ce sens-là que c'est fait. Bien, Madame la Présidente, merci. Ce sera le mot de la fin sur ce débat. Il y a, j'imagine, encore des dizaines de questions. Merci beaucoup.